avant même de débuter, je rappelle le contexte. Nous sommes ici donc pour la 6e édition de la webconférence au potentiel 10 et cette année en compagnie d'Éduc Art. Nous remercions évidemment Cloud Temple de nous accueillir une année de plus et évidemment un grand merci à Monsieur Dubré d'accueillir chaque année Potentiel 10 pour ces événements. Alors, la prestation, l'intervention qui sera la mienne concerne davantage le dessin que l'écriture. Nous avons beaucoup parlé d'écriture ce matin. Mon questionnement, qui rejoint celui des parents, va davantage être qu'est-ce que c'est que le dessin, pourquoi dessiner, à quoi ça sert de dessiner et surtout, pourquoi mon enfant dessine-t-il en consultation. Je propose un abord assez clinique, un abord de terrain, plus qu'un abord théorique, autour du dessin en consultation. Alors, pourquoi le psychologue clinicien fait dessiner les enfants? Quel genre de dessins sont réalisés en consultation? Pourquoi? L'accompagnement à la connaissance de soi passe en fait par la trace en tant que produit identitaire et empreinte biographique. Le dessin libre, dirigé, spontané, réfléchi, est un langage symbolique ou un simple moyen d'exprimer les non-dits. En tout cas, un accès direct pour le thérapeute à un certain nombre d'éléments de fonctionnement de l'enfant et de la problématique de l'enfant. Alors, sans faire une trop importante incursion théorique, au vu de ce que je souhaite ensuite dire de ma pratique de cabinet, je tiens quand même à préciser pourquoi je propose systématiquement aux enfants de dessiner. Parce que le dessin est un espace que je leur offre au même titre que l'espace de mon cabinet. C'est un espace de liberté, un espace de médiation, un espace potentiel, un espace de potentialité, un espace de transformation. Quand l'enfant vient au cabinet, c'est pour changer quelque chose de sa vie, c'est peut-être aussi pour changer son rapport au monde, peut-être pour que ses parents également changent de regard sur lui. Donc on est dans cet espace de potentialité. Cet espace potentiel rejoint la théorie winnicottienne que je ne vais pas aborder trop ici, mais en fait c'est une découverte théorique majeure, cet espace transitionnel. Il correspond en fait au moment où l'enfant sort de l'illusion de pouvoir créer l'objet de son désir. Illusion engendrée et entretenue par la bienveillance maternelle qui va toujours au-devant des attentes supposées de son bébé. En fait, l'enfant va surmonter cette désillusion à l'aide d'un objet quelconque, mais irremplaçable, que l'on appellera l'objet transitionnel, le pouce, la peluche. La suite de cet objet transitionnel, c'est le dessin. Voilà. Donc, le rôle transitionnel, médiateur, transmetteur de cet espace virtuel, magique, imaginaire, et effectivement l'espace de la thérapie. Alors, comment les choses commencent, comment cela peut se faire? Dès le premier rendez-vous, dès la consultation initiale avec les parents, il y a un contexte propice, il y a des ingrédients qui sont là pour la mise en œuvre du dessin. Le contexte propice, ce sont des feuilles blanches mises à disposition, des outils, scripteurs, même des ciseaux de gaucher, de droitier, une gomme, des stylos différents, des stylos également adaptés pour les enfants qui pourraient avoir des difficultés praxiques. Voilà, tout est là et l'enfant peut et également sollicité à dessiner. Alors, l'invitation, elle est donc explicite. Si l'enfant n'ose pas prendre les feuilles qui sont devant lui, n'ose pas attraper un crayon, alors la formule, ça va être « tu peux dessiner si tu veux et ce que tu veux ». Et forcément, l'enfant, à un moment donné, se dit « ah, je peux, je suis en possibilité, en potentialité de dessiner, et si je veux ». Il y a une question de volonté, je décide, je suis chef, arbitre, je suis acteur. Et ce que je veux, waouh, je suis libre. Voilà, on est vraiment dans ce contexte-là qui permet une entrée en relation.
Une entrée en relation qui donne déjà un certain nombre de consignes de comment l'enfant va être reçu et ce qui va se passer dans cet antre de psychologue. Alors, dessiner pour quoi faire? Ma première réponse serait pour entrer en relation, pour partager. L'enfant, lorsqu'il laisse effectivement une trace, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « je suis là ». Il laisse un petit bout de lui, quelque chose de son passage, il laisse une trace de lui. Cela signe un certain engagement que de laisser sa trace. Il marque son territoire, il habite les lieux. L'action même, parfois dans l'absence d'une demande personnelle de l'enfant, cette action même l'inscrit dans la demande thérapeutique de ses parents. Il faut quand même savoir qu'assez souvent, l'enfant, en tout cas le petit enfant, ne décide pas à 3 ou 4 ans, tiens, si j'allais voir Madame Bidal ou si effectivement j'allais voir un psychologue. Donc l'enfant est emmené et apporté, accompagné par ses parents, sans forcément de demande personnelle. Et il vient peut-être là un peu comme un objet de souffrance, un objet d'inquiétude. Et le moment où il attrape le crayon et il se saisit de la feuille, il devient acteur. Et quelque part, il confie à cet espace-là un bout de lui-même. Et c'est le début de la relation. Alors, concernant cette mise en relation, j'ai un petit exemple justement de difficultés relationnelles que l'on peut avoir avec des enfants ayant des troubles autistiques. Pour créer en fait l'espace relationnel, il faut effectivement accepter la relation, accepter de coopérer, accepter d'interagir. Donc voilà, je vous donne une petite succession. Là, on n'est plus en entretien initial, on n'est plus en situation d'être avec les parents, on est en séance avec l'enfant. Donc premièrement, je vais proposer le pot de crayon. L'enfant peut refuser. Je propose alors un crayon directement. Je lui tends un crayon, le crayon bleu. Ensuite, je propose de changer de crayon. L'enfant accepte. Il est OK. Il entend ma proposition. Je propose ensuite un mouvement différent. Je propose de faire des petits traits. Alors, soit c'est sur la même feuille, quand la feuille est bien remplie comme là, je prends une autre feuille. Et puis l'enfant quitte sa feuille, va sur la mienne et prend le même stylo, me prend même le stylo qui est dans mes mains. Puis un peu plus loin, voilà, on a quelque chose où il y a effectivement de l'imitation, on fait les petits traits, où il y a des changements de couleurs, voilà. Et on voit comment les choses s'enrichissent de la relation de l'autre. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est effectivement les différentes pratiques autour du dessin en séance individuelle. Pour reprendre les gribouillages initiaux dont je viens de parler, on va commencer par, comme première pratique, une pratique très connue, qui est en fait une incitation à dessiner et une incitation au partage, que l'on appelle le squiggle game, gribouillage, qui est le dessin partagé, qui est une technique assez connue des psychologues. Cette technique du squiggle ou griffonnage, en fait, l'enfant et l'adulte cherchent à dessiner ensemble tour à tour sur une même feuille. Alors, dans le meilleur des cas, pour essayer que ça ressemble à quelque chose. Bon, là, c'est pas forcément les exemples que je vous ai proposés ici. Donc, il va y avoir partage de crayons ou chacun son crayon, choix du feutre, décision de changer de feuille. Donc, on va être sur vraiment des négociations autour de la trace et du partage de la trace. Alors, dans quel cas on propose ce type de dessin? Dans des situations de timidité excessive, d'inhibition, des enfants très peureux, très en souci dyspraxique ou moteur, des enfants qui ont un retard également, et puis dans le cas d'autisme. Alors, dans d'autres situations beaucoup plus larges, parfois même sans nécessairement avoir d'indication thérapeutique ou en tout cas, on va dire de façon moins spécifiée, comment on propose effectivement à un enfant de dessiner une fois qu'il est en séance, en dehors de la consultation initiale avec ses parents. Très simplement, alors le smiley, c'est la psychologue, voilà, donc tu veux bien faire un dessin, et non pas tu veux bien me faire un dessin. Même si l'enfant va me confier le dessin et que le dessin restera dans son dossier dans le cabinet,
D'où les questions parentales. Mais alors, tu as dessiné, mais tu as dessiné quoi? Donc, il n'y a pas de production, c'est pas comme à l'école, c'est du dessin. Et en plus, la trace, elle reste à l'intérieur. En tout cas, ça n'est pas me dessiner quelque chose, même si, évidemment, un dessin est souvent adressé. C'est que peux-tu, que veux-tu dessiner? Parfois, je vais ajouter ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. Donc, il y a une demande. Parfois, ma demande se substitue à l'absence de demande de l'enfant. Deux autres questions peuvent être posées en fonction effectivement du mouvement de l'enfant. Ça peut être effectivement, tu peux me raconter ton dessin, c'est-à-dire que l'enfant a commencé à dessiner silencieusement ou a même dessiné sans que je l'ai convié. Donc, je lui demande dans un deuxième temps de me raconter le dessin. Ou bien, tu peux me dessiner ce que tu veux me raconter. L'enfant veut raconter quelque chose et c'est compliqué pour lui, ou il ne trouve pas les mots, ou il n'ose pas, il hésite. On lui propose effectivement de passer par le dessin. Alors là, juste, je ne vais pas vous la faire en entier, mais voilà, par rapport à ce dessin, je vais avoir... Alors, on tire là, ça, là, et le bâton accroché là propulse la flèche. Et c'est pareil aussi là, dans l'autre sens, déjà, ceci, là, ça, il y a une échelle où grimpent les ennemis et le piège. C'est qu'il y a un bâton entre deux tours et un bonhomme saute là, regarde là, jusque-là la planche pour appuyer dessus. Alors, etc., etc. Alors là, on prend note, et petit à petit se dessine très souvent une demande. Là, on avait effectivement des éléments de symétrie, des éléments de conflit que je ne vais pas aborder ici, puisque mon objet aujourd'hui ne sera pas évidemment d'interpréter les dessins. Donc, on va avoir ce type d'interprétation, mais on va avoir d'expression, mais on va avoir également des expressions de tout ordre. Des expressions de désir, de fantasme, de besoin, de préoccupation, de soucis, d'inquiétude, de peur, d'angoisse, de rêve, de cauchemar. Alors, j'ai essayé sans succès, mais on cherche toujours à catégoriser un peu les choses, à classifier un petit peu les fonctions du dessin. J'en suis arrivée quand même à penser que le dessin pouvait arriver comme une alternative à la parole. C'est-à-dire que, voilà, on se projette dans le dessin comme presque un court-circuit à la parole. C'est-à-dire que c'est plus aisé pour l'enfant, plus simple de dessiner, ou un support et soutien de celle-ci. C'est-à-dire que l'enfant va s'appuyer sur le dessin pour pouvoir métaphoriser, imager, expliquer, raconter de façon non linéaire, mais graphique, ce qu'il souhaite. Alors, je vous ai mis effectivement les 4 petites fonctions que j'imaginais pouvoir être. L'idée, c'est de les illustrer. Alors là, par exemple, on a l'expression d'une demande d'aide, d'un besoin qui va se dessiner, en fait, qui va s'affirmer et évoluer dans le temps. Premier dessin, donc à gauche, on a des arbres avec des guirlandes, un feu d'artifice, des oiseaux, on a même un joli soleil à droite, tout va bien. Gabriel, il me dit non mais moi je ne sais pas pourquoi je suis là, hein. Mes parents ils veulent que je vienne, alors je viens, puis bon t'es gentil, puis t'es blonde, alors voilà, voilà, je viens. Ok. Tout au long de la séance, des choses se disent, le dessin avance, et puis on obtient un second dessin, donc c'est la suite du premier. Et là, on retrouve les arbres à l'identique. À la place du soleil, on a un nuage. Et puis apparaissent effectivement des animaux pas forcément sympathiques. Et puis nous avons des personnages qui apparaissent. C'est-à-dire que la première image est totalement inanimée. Hein, nous n'avons qu'un paysage. Et puis là, nous avons et des animaux. On commence par le bestiaire. Hein. Chez les enfants, les animaux tiennent une grande place et permettent un support identificatoire important. Et puis nous avons un véhicule, donc du déplacement. Et nous avons des personnages qui sont armés et donc on est là maintenant dans de l'action, on a un combat, on a également une maison dans laquelle évidemment il habite. Et puis, cette histoire faisant suite au premier dessin, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas, c'est pas d'un feu d'artifice, mais de coups de pétard, de feu, enfin voilà. Donc c'était la guerre. Ce petit garçon avait effectivement à vivre à la maison des conflits conjugaux assez importants, dans lesquels il avait une part de responsabilité, en tout cas pointée par la famille. Et donc, c'était peut-être effectivement compliqué au démarrage de pouvoir poser une demande autrement que par le dessin. Donc là, on va être davantage sur une fonction révélatrice. Le dessin est support à une parole qui évolue et un récit qui se construit grâce au dessin et au cheminement du dessin.
Un autre exemple, une possibilité effectivement d'exprimer, d'évacuer, hein, comme je disais tout à l'heure, de façon assez projective. Les dessins de petits garçons sont quand même, parce que là c'est des petits garçons, voilà, sont quand même assez typiques, avec beaucoup de conflits, beaucoup de feux, beaucoup de combats. Voilà, il y a beaucoup de kinesthésie, de mouvement. Donc là, il y a une fonction facilitatrice. Il tient sur sa chaise, il est moins agité, et toute son énergie passe dans le dessin. Et pendant qu'il dessine et qu'effectivement il se défoule sur son dessin, il peut aussi aborder un certain nombre de sujets et discuter avec moi. Un autre exemple, une fonction de catalyseur ou une fonction cathartique, purgatoire. L'enfant exulte, fait sortir effectivement des choses qui sont compliquées à mettre en mots, parfois même qui se révèlent à lui-même. Hein. On a donc comme premier dessin la maîtresse, hein, voilà. Donc c'est un peu compliqué de dire ma maîtresse est moche et elle a un gros cul, mais il a fini par effectivement se permettre, oser le dire en disant j'ai le droit de dire un gros mot ici, j'ai le droit de dire un gros mot. Voilà. Et une fois que c'est dessiné, qu'il a osé dessiner, il peut ensuite dire toutes les choses qui sont compliquées pour lui dans son rapport à sa maîtresse, ce qui permet effectivement dans un deuxième temps, lorsqu'il retourne à l'école, d'être certainement moins embouteillé par toutes ces représentations négatives qu'il peut avoir d'elle-même à l'intérieur de lui, puisqu'il a pu exulter chez le psy. Les deux autres dessins, les camarades d'un enfant de classe, hein, sont des cochons. Voilà. Jamais on ne permettra à un enfant effectivement de traiter ses camarades de classe de cochons. Là par contre dans le dessin c'est possible. Hein, voilà. Donc on a une porcherie, ce sont ses ennemis de cour de récréation. Et puis un autre enfant qui ah tu veux de la pluie, t'en veux de la pluie, attends je vais t'en mettre de la pluie et voilà. Un enfant qui s'excite avec son crayon, qui me lacère le soleil. Enfin voilà, on a des petites choses comme ça assez rigolotes. Je voulais vous en faire profiter. Alors, le cauchemar, effectivement, c'est le moyen de clarifier le discours. C'est extrêmement compliqué pour un enfant de raconter son rêve ou son cauchemar. Et le fait de pouvoir le dessiner, tout en le dessinant, l'enfant peut se le remémorer, le construire, le transformer, et puis y ajouter son imagination, ses désirs. C'est extrêmement intéressant de voir comment le discours se construit autour du rêve et comment ça clarifie le discours du rêve ou du cauchemar. Alors, on vient d'aborder les fonctions qui me semblaient être celles que j'ai pu observer dans la clinique de mon cabinet, sur des dessins quand même plutôt libres, incités mais libres. Là, je vais vous parler sur un deuxième volet de dessins que l'on invite à faire, même que l'on convoque à faire pour évaluer. Alors, évaluer, il y a une évaluation qui va être un peu psychomotrice, une évaluation qui peut être même en termes d'âge de développement, de niveau de maturité, de schéma corporel. Après, moi, j'aime beaucoup utiliser les tests existants, pas forcément pour les côtés, pas forcément pour utiliser les âges de développement, mais comme des supports théoriques concrets, voilà, que j'utilise de façon un peu plus clinique. Voilà, donc on va les tracer. Alors, ils ne sont effectivement pas là tous. Hein. J'en ai supprimé un certain nombre parce que ma prestation faisait bien plus que 20 minutes. Malgré tout, j'en ai laissé certaines avec l'idée que j'appuierais davantage sur certaines activités que sur d'autres. Alors, on va commencer par le fameux dessin du bonhomme que tout le monde connaît. La question est simple. Tu veux bien dessiner un bonhomme? Donc un bonhomme, c'est pas toi, c'est pas papa, c'est pas maman, et c'est même pas la psychologue. Oh, je peux te dessiner toi? En fait, je te demande juste de dessiner un bonhomme. Voilà, et donc ça ouvre effectivement le champ à des dessins très, très, très divers et variés. Donc le test du bonhomme, c'est donc Madame Goudenou, qui, après bon, vous avez aussi Madame Royer, qui ont repris effectivement des cotations de tests de ces bonhommes pour pouvoir évaluer notamment l'âge mental, l'âge de développement. Là, on voit des bonhommes qui sont effectivement en grande précarité au niveau de la forme et du graphisme. On va en voir d'autres, comme ceci. Donc là, le premier, on a un personnage qui est au démarrage épais, avec de l'épaisseur, avec des doubles traits. Et puis la fin se réduit, on n'a plus que effectivement des bâtons.
On a un début de coloriage, alors peut-être voulait-il faire un schtroumpf, mais en tout cas une volonté de colorier et de faire une intériorité, et puis un arrêt. Donc là, on ne va pas se préoccuper sur le fait que double trait, très simple. Non, enfin, c'est un enfant qui part avec une volonté de faire quelque chose d'un petit peu précis, du niveau d'âge, qui est prêt à faire l'effort de colorier, et puis qui lâche prise. Hein, qui ne persévère pas. Sur le deuxième dessin, ce sont des interprétations un petit peu rapides là, mais ça vous donne. L'idée, c'est de vous donner un petit peu ce qu'en tant que psy, on peut voir, percevoir dans des productions d'enfants. Donc le second, on est sur un tout petit personnage, un enfant qui dessine effectivement un bonhomme miniature. On est dans de la micrographie. Le dernier personnage, on a un début de phrase, je, et puis ça s'arrête. Il a dessiné le jeu. Peut-être s'est-il dessiné dans le bonhomme, avec un personnage qui se vide, qui n'a pas en fait de contour fini. Et donc, ce type de dessin va davantage me préoccuper sur l'absence de sexe, ou en tout cas l'absence de finitude de l'enveloppe corporelle. Je vous disais tout à l'heure que c'était un moyen d'évaluer le niveau graphique et le niveau de développement. Évidemment, la main préscolaire et la main en élémentaire à 7 ans, vous regardez effectivement les radios, on voit bien l'énorme différence de possibilité de préhension de l'outil scripteur, avec effectivement une prise palmaire à moins de 18 mois, puis on a une prise statique qui effectivement est plus en difficulté pour le mouvement et les petits mouvements des lettres jusqu'à 4 ans, et puis une prise beaucoup plus dynamique à partir de 4 ans et demi. Donc évidemment, on a des éléments graphiques qui vont pouvoir s'opérer dans nos critères de cotation. Alors, les critères de cotation, ils sont illisibles et c'est très bien. Ça me permet juste de dire qu'on a un certain nombre de points sur lesquels on pose notre observation. Alors, par exemple, là, en positif, on va avoir des sourcils, on a un détail. On va avoir un cou. C'est pas toujours évident d'avoir une tête avec un cou. Souvent, la tête est posée directement sur les épaules. On va avoir un autre élément absolument positif, c'est l'épaisseur du corps. Par contre, on n'a pas d'oreille, on ne va avoir effectivement pas forcément les 5 doigts, plus d'épaisseur dans les doigts, puis on n'a pas de pied. Voilà, donc pour vous donner un petit peu comme ça les points d'observation. L'alternative au dessin du bonhomme, alors moi je l'adore, cette commande-là, c'est de se dessiner soi-même. Mais dessine-toi. Là, on a vraiment l'effet miroir, l'autoportrait. On a des dessins qui sont très projectifs et identificatoires, des dessins qui sont extrêmement soignés. On prend le temps, des fois c'est plusieurs séances. L'enfant parle malgré tout, il est en double tâche. Hein. Il ne vient pas pendant une demi-heure juste faire un dessin qu'il peut aussi faire chez lui. Hein. On discute. Mais ce sont des dessins qui souvent d'ailleurs illustrent après le dossier de l'enfant, qui me semblent extrêmement intéressants. Et vous voyez comme ils sont plus fouillés, affinés que lorsqu'on leur dit qu'ils vont être évalués sur le plan graphique. En fait, c'est vraiment une projection d'eux-mêmes. Alors, juste pour le clin d'œil, des enfants très honnêtes avec eux-mêmes. Là, j'ai effectivement... moi, je joue trop à la console. Voilà dans quel état ça me met. Est-ce que je peux me faire quand je joue à la console? Regarde comme j'ai l'air un peu foufou. Et je vais avoir l'Incredible Hulk. Ça, c'est quand je me mets en colère et que je me sens fort, etc. Et puis, on va également avoir un enfant qui se dessine en schtroumpf, pas n'importe lequel, schtroumpf à lunettes, pour m'expliquer qu'effectivement, dans la cour de récréation, il est souvent... rejeté des autres, du groupe, du fait de sa tendance à rappeler la loi, à jouer les justiciers. Donc des enfants qui ont aussi beaucoup d'humour et de capacité de se percevoir ou même d'y associer le regard des autres. Une autre épreuve, l'épreuve de fait, on n'est pas très loin du dessin du bonhomme, si ce n'est que c'est un personnage sexué, puisque c'est un personnage féminin qu'on demande de réaliser. En fait, dans l'épreuve de fait, on a une consigne simple. On demande à l'enfant de dessiner ce qu'on lui dit. On lui dit « une dame se promène et il pleut », et l'enfant doit dessiner « une dame se promène et il pleut ». C'est aussi simple que ça. Et on lui dit souvent « écoute, il faut qu'en voyant ton dessin, on puisse deviner ce que j'ai demandé ». Et ce dessin permet, en fait, donc c'est destiné à des enfants de 5 à 12 ans, hein, et c'est destiné à,
Évaluer le rapport du personnage à l'espace, évaluer la capacité de sexuer le personnage, de voir si le personnage peut être en déplacement, de voir également la répartition et la distribution de la pluie, voir si le personnage va se protéger ou pas de la pluie avec un parapluie ou une capuche. Donc ça donne énormément d'indications. Alors moi j'aime bien y ajouter une petite alternative. Quand l'enfant m'a fait donc son dessin, parfois, alors par exemple là, est-ce que tu as respecté la consigne, hein? Elle me dit oui. Je dis, oui, une dame se promène et il pleut. Il me dit mais tu m'as pas dit qu'il n'y en avait pas deux. Donc voilà, on peut avoir des ajouts. Bon, je vais passer, mais par rapport aux petites alternatives, j'aime bien effectivement après poser des questions. D'où elle vient, où elle va, pourquoi. Parfois, on ajoute une feuille blanche à gauche, une feuille blanche à droite. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Où elle va? Est-ce qu'il y a un espace refuge? Est-ce qu'il y a un endroit où se protéger? Puis d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu insolite d'aller se promener tandis qu'il pleut, etc., etc. Donc ça donne vraiment l'occasion de discuter autour de cette épreuve de fait. Le ACET, SGTCT, c'est une évaluation qui ne se fait quasiment plus, si ce n'est peut-être dans les écoles. C'est une évaluation que je faisais il y a plus de 15 ans dans les écoles, au moment de l'admission au CP. Ça permettait de situer les enfants par rapport à des groupes de niveau, par rapport à leur capacité graphique. Alors, on ne fait pas nécessairement, enfin moi je n'administre pas forcément la totalité des subtests, mais en tout cas au moins les formes, voilà, ces formes-ci, et le complètement du personnage. Et puis vous avez effectivement les repères qui permettent de voir combien le triangle et le losange arrivent du coup plus tardivement. Là je vous mets les âges, c'est plutôt vers 5-6 ans, et on observe assez rapidement lorsqu'il y a un petit retard d'organisation spatiale ou de graphisme ou de coordination œil-main. Ça permet aussi de déterminer s'il y a un souci visuel, ophtalmique ou orthoptique. Voilà quelques exemples de complétement. Le dessin de la famille. Donc c'est un instrument indispensable pour le psychologue que d'avoir cette représentation de la famille, parce que ça nous permet de percevoir l'environnement de l'enfant, l'environnement affectif de l'enfant, comment les enfants voient, se représentent leur famille, avec parfois des enfants qui ne sont pas nécessairement en compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une famille. Alors, il y a des choses qui peuvent être également complexifiées quand on a des familles recomposées. Mais alors, si c'est les personnes qui habitent dans la même maison, est-ce que je fais pas mon grand-père, je fais pas ma grand-mère, mais alors si c'est les personnes qui habitent dans la même maison, est-ce que je peux faire les animaux? Bien sûr, tu peux faire les animaux, mais alors du coup si j'ai 2 maisons, est-ce que je peux faire les 2 maisons? Donc du coup on va avoir également, souvent dans le dessin de la famille, on va avoir la maison qui apparaît, tandis que c'est un test à part entière, le test de la maison. Alors voilà, hein, des enfants qui comprennent pas trop ma famille, donc on va avoir effectivement des animaux ou un petit garçon qui se dessine et se duplique. Donc la famille, c'est lui et son jumeau imaginaire. Donc on a parfois des vraies surprises sur les dessins de famille. Des fois on va un peu plus loin et on va jusqu'à l'arbre généalogique. Ça me permet d'avoir un bel enchaînement avec le dessin de l'arbre, qui est un autre test que je pratique assez peu, mais qui me semblait important d'avoir sa place ici, parce que si je le pratique assez peu, en revanche, les enfants dessinent systématiquement des arbres. Ils le font naturellement. Et j'aime par contre repartir de l'arbre pour dire quelque chose de même. Tu es un tronc, tu es des branches, tu es des racines. Tes racines, c'est ta famille. Et puis quel type d'arbre tu es? Est-ce que tu peux te plier comme un roseau? Est-ce que au contraire, tu es fort et solide, enfin, etc., etc. On utilise vraiment la métaphore de l'arbre, mais je ne l'utilise pas comme un moyen d'évaluation. En revanche, je vous le présente comme tel parce que il est utilisé par mes collègues. Il peut être utilisé par mes collègues ainsi. Alors, quand l'enfant fait un dessin d'animaux, de personnages, l'arbre est là. D'ailleurs, en été, on va avoir des pommiers. En hiver, on va avoir des sapins. Enfin, c'est assez étonnant d'ailleurs le contexte qui dépeint, enfin, qui déteint sur les dessins d'enfants. On a parlé de famille, de personnages, nous avons parlé d'arbres et évidemment le test de la maison. Donc le test de la maison, moi j'aime également le décliner. Donc dessine ta maison, il y a
très souvent pas besoin de demander, les enfants le font assez automatiquement. Alors c'est dans le test dessine une maison. Moi, ça va être davantage. Est-ce que tu veux me dessiner, enfin, est-ce que tu veux ici dessiner ta maison? Et l'enfant va souvent dessiner sa maison avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est intéressant dans la maison, c'est moins l'extériorité. Alors évidemment, les fenêtres, les portes, les ouvertures, la cheminée. Alors que l'enfant peut habiter effectivement en appartement, mais il va quand même dessiner une maison. Mais ce qui va être intéressant, ça va être l'intérieur de la maison. Et là, on rentre dans une plus grande intimité de l'enfant qui va partager en fait son lieu d'habitation, sa chambre, les espaces, comment finalement on apprend qu'il dort dans la chambre de papa et maman, etc., etc. Ça nous amène des fois à des productions plus lointaines qui vont être des plans de chambre, des plans de maison, des plans avec effectivement une représentation de l'espace privé qui permet ensuite de discuter autour des occupations, des jeux de l'enfant. On rentre là vraiment dans l'univers et dans l'intimité de l'enfant. Là, sur ce plan de chambre, l'enfant m'expliquait que, alors il est fait de façon extrêmement schématique, mais c'était très 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 important pour lui de passer par le dessin parce qu'il m'expliquait qu'en fait, il fallait absolument déplacer son lit, il fallait que son lit soit là, absolument là, ce qui lui permettait de voir là, là, là et là, pour que surtout le monstre, le fantôme, s'il pointait son nez, il soit vu. Voilà. Et c'était expliqué aux parents qu'il fallait déménager la chambre. Bon, les angoisses se sont arrêtées le lendemain, dès que la chambre a été déménagée. Le plan de classe, ça je le demande systématiquement. Donc évidemment, là, ça échappe à toute évaluation. On est sur les déclinaisons de ce qui pouvait effectivement être évalué chez l'enfant de façon très théorique, technique. Là, moi, ce que j'évalue à mon niveau propre, c'est comment l'enfant est inclus, inséré, comment l'enfant se positionne dans sa classe, et puis ça permet voilà, ensuite d'ouvrir le champ des compétences sociales et de sa relation aux autres. Voilà, alors après on peut avoir des plans de tout et n'importe quoi. Là, c'était des espaces refuges. Voilà. Et puis, on a même des enfants qui, du coup, vont, alors plus sur des difficultés dyspraxiques, des enfants qui vont être en consultation tandis qu'ils ont des difficultés graphiques. On va être voilà, sur des jeux de labyrinthe, de représentation de l'espace. Ce qui nous amène à un autre test extrêmement important que je pratique régulièrement pour une évaluation cognitive, qui est le test, l'épreuve de la figure de Ray, qui est très connue des psychomotriciens, qui est systématiquement fait par les psychomotriciens, mais que nous, en première instance, en tant que psy, on peut faire pour compléter un test cognitif. Donc, on propose une figure. Donc là, c'est juste pour avoir comme ça une petite idée de l'évaluation, mais on va passer, voilà des productions, beaucoup plus intéressant d'avoir des productions. Donc on propose une figure en copie, l'enfant est libre de son temps pour copier la figure. En revanche, on va lui demander de changer de crayon un certain nombre de fois pour qu'on puisse voir la procédure, la construction de la figure dans le temps. Donc, à chaque fois, il va mettre, s'il commence par le bleu, met une pointe de bleu, il fait ensuite la suite de son dessin en vert, il va mettre une pointe de vert, et du coup, ça permet de suivre comme ça l'organisation et la construction du dessin. Il fait son dessin en copie avec modèle, et puis ensuite, on retire le dessin, on parle un tout petit peu, hop, et on lui propose de le refaire en mémoire sans modèle et on voit ce qu'il en reste. Donc évidemment, premier dessin, on a très peu d'oubli, on a un dessin dont la mémorisation est très bonne, et puis après vous avez deux autres dessins qui ont des signes plus pathologiques que je ne vais pas développer ici. Là vous en avez avec effectivement à gauche un trouble attentionnel et puis celui de droite, un trouble dysexécutif où en copie, on n'a même pas proposé la copie. Hein. Là c'est la mémoire. Enfin, on a proposé la copie mais pas la mémoire. Quand un enfant avec modèle n'arrive à faire que ce que vous voyez ici, évidemment, on ne propose pas derrière de le faire en mémoire. Vous avez une autre forme pour les plus jeunes qui va nous intéresser pour les intersections. Dernier test graphomoteur, dernier test qui permet d'évaluer le développement graphomoteur d'un enfant, c'est le test de Bender que je fais également assez rarement.
Ma partie, c'est vraiment davantage la remédiation et le soin que l'évaluation, mais évidemment, il faut évaluer cliniquement avant de pouvoir remédier. Les secteurs de remédiation sont de tout ordre, psycho-affectifs, socio-affectifs, psychocognitifs, métacognitifs, et ils s'intriquent les uns les autres. Et le dessin, en transversal, permet effectivement de sonder ces différentes sphères de la personnalité. C'est un outil de soin et de remédiation hors pair. Dans le psycho-affectif, on dessine sa colère. On dessine sa colère et à partir de là, on poursuit, on continue autour effectivement de la représentation des émotions. On finit par dessiner des expériences émotionnelles, illustrer ces émotions, nommer ces émotions, trouver des mots, trouver des synonymes et on arrive à l'écriture, à des représentations voilà, du vécu. Ce qui arrive souvent après le travail des émotions, c'est le refuge, l'attente à colère, l'espace renfort, le château fort. Voilà, donc on a comme ça, dans la suite du travail sur les émotions, des espaces de réparation, des lieux représentés symboliquement et puis parfois même mis en place dans la chambre des enfants autour des limites de soi, de la possibilité effectivement d'avoir une enveloppe, un espace où justement projeter ces émotions. Donc le dessin contribue vraiment à ce cheminement. Au plan psychosocial, oups, bah alors là, si on a, bah ça veut plus. C'est peut-être parce que j'ai trop parlé. J'avais dit que je déborderais, j'ai pas mal débordé. Ah bah ça y est. Oui, donc au plan psychosocial, les dessins sont vraiment le moyen d'analyser des expériences négatives et de poser justement des situations conflictuelles, des situations de déviance, des situations de harcèlement. Le dessin permet de trouver du sens, donne des clés. Ça permet d'identifier le commencement, l'origine, qui a fait quoi. Ça permet d'envisager des pistes de résolution. De voir comment on aurait pu éviter, avoir un évitement initial à la problématique, comment on peut contourner, comment aussi on peut revenir dessus. Souvent on procède en bande dessinée. Voilà, donc on a vraiment des clés qui apparaissent autour de situations dessinées, de situations comment dire, de conflits, alors souvent à l'école, mais ça peut être également au domicile. Donc là, je vous en ai mis un certain nombre avec à la fois de l'écriture, l'enfant explique, il dessine, non mais s'était passé ça avant, d'un seul coup il se rend compte qu'il a raté un épisode, il rajoute, et le récit et la mise en mémoire se fait comme ça via le langage écrit et oral. Au plan psychocognitif, je propose quelques séances un peu psychopédagogiques, notamment quand il y a un vrai déficit de l'estime de soi, une vraie problématique de schéma corporel, un vrai rapport à son image qui est problématique. Je peux proposer plusieurs séances justement autour du dessin de soi, avec parfois l'intervention, vous voyez au milieu, de ce petit bonhomme articulé en bois, qui permet effectivement de repenser le corps dans son ensemble et dans ses articulations. Et donc là, vous avez un dessin à gauche, un certain nombre de séances, l'aide du petit pantin et puis le dessin à droite qui a quand même plus d'ampleur, qui prend davantage de place et de couleur dans la feuille, donc en termes de progrès. Voilà, on peut passer sur des petits personnages robots qui sont articulés, qui sont manipulés, ensuite qui sont reproduits dans une position choisie par l'enfant. Les dessins métacognitifs, alors ça, je l'utilise tout le temps. En fait, je fais un vulgaire cerveau et dans le cerveau, eh ben, on y met ce qu'on veut. Donc ça va être qu'est-ce que tu as rêvé, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta tête, comment ça se passe en classe, à quoi tu penses, comment tu as l'impression que ton cerveau fonctionne, etc., etc. Donc les consignes sont tellement différentes et variées. En fait, c'est vraiment l'enveloppe de la tête. Et après, l'enfant, d'un seul coup, waouh, il explique, il dessine. Au niveau métacognitif, ce qui est en lien avec la discussion que nous sommes en train d'avoir. Le dessin hors consultation, ce sera mon dernier point. Normalement, ce n'est pas censé être dans
dans la présentation, mais le dessin peut être aussi proposé comme remédiation hors consultation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une prescription, voilà, notamment la place privilégiée du dessin pour les enfants à haut potentiel, avec une idée fausse, ou en tout cas, ah ben alors là, c'est très joli, peut-être un peu erroné d'imaginer que l'enfant précoce a un retard graphique ou en tout cas désinvestit l'écriture parce que ça ne va pas aussi vite que sa pensée. Alors oui, il y a une période de désillusion, oui, la main ne va pas aussi vite que le cerveau. Oui, dessiner une voiture, elle n'est pas aussi jolie qu'on l'a en pensée. Mais les enfants à qui on donne effectivement la capacité, l'espace, le potentiel, peuvent des fois effectivement se révéler. Voilà, donc j'étais en train d'expliquer pour le coloriage. Donc comment se perfectionner, s'entraîner. Et comment s'entraîner pour qu'effectivement l'enfant ne se sente pas dévalorisé. Alors vraiment favoriser le Velleda, favoriser le fait d'effacer, dessiner avec l'enfant, le valoriser. Et puis là, je mettais sur la droite, qui est un projet effectivement final, une fresque, afficher les dessins réussis, découper un dessin qui aurait débordé pour ne garder que la forme qui nous convient et puis la mettre sur un autre support, etc., etc. Enjoliver finalement la production de l'enfant pour que systématiquement l'enfant, malgré ses essais-erreurs, malgré ses tâtonnements, malgré le fait d'avoir gommé, soit satisfait à la fin. Voilà, écoutez... On a quelques exemples de la nécessité de gribouiller, dessiner sur des cahiers de texte à l'école. Du coup, la prescription, ça va être plutôt que de continuer d'écrire aux endroits où il ne faut pas, on va introduire un petit carnet de croquis, un petit cahier de dessin que l'on met dans le cartable, et puis on va indiquer dans le PPE-HP, ou on va indiquer en tout cas à l'enseignant ou dans le PAP que l'enfant peut avoir recours à cet espace d'écriture croquis pour éviter qu'il ne le fasse aux endroits où il ne faut pas, comme dans le cahier de maths. On va également, à un moment donné, proposer des activités de coloriage en... alors vous allez dire, les enfants détestent colorier. En fait, ils peuvent détester un temps et puis réaimer après. Enfin, voilà. On va le proposer sous un autre angle, autrement. Ils vont découvrir effectivement la possibilité un petit peu de méditer en dessinant de façon automatique et d'être même libérés de leurs propres pensées. Donc le dessin automatique et le gribouillage et le coloriage peuvent, à un autre moment plus grand, permettre de s'évader et de s'apaiser. Le dessin comme appui de valorisation... voilà, là on a effectivement chez des plus grands des productions assez étonnantes. Et puis le dessin fonctionnel, on demande à l'enfant de dessiner quelque chose parce qu'on en a besoin et ça va être utile. Et là d'un seul coup il se sent investi d'une mission. Voilà. Et puis une dernière petite technique également que je propose, c'est des enfants qui ont du mal effectivement au passage à l'écrit, leur dire faites-le en mind mapping, faites des croquis, dessinez, voilà, laissez une certaine liberté. Peut-être dégagez-vous du cahier avec des lignes, peut-être prenez une feuille blanche. Enfin, voilà. Après, c'est tellement du sur-mesure et tellement du cas par cas, mais d'être sur des techniques d'écriture-dessin mélangées qui peuvent permettre de réaccrocher l'investissement, la coopération de l'enfant, le goût à l'écriture. Et puis, merci, l'offrande. Les enfants font souvent un dessin en plus ou m'amènent un dessin du dehors comme un cadeau, puisqu'ils n'ont pas dessiné pour moi, même si parfois, il y a même eu un lapsus, on a un peu cette impression, il y a quelque chose quand même de la relation qui se joue au point, effectivement, peut-être de l'objet traditionnel et du cadeau. Merci de votre attention. J'ai mis 40 minutes, j'ai mis le double.